Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Situation économique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois renforce la surveillance des prix et la gestion des finances publiques pour garantir la stabilité économique. Et c'est à l'issue d'une réunion du comité des conjonctures économiques tenue ce jeudi 7 novembre 2024 à la primature. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La plénière de l'Assemblée nationale a prorogé le jeudi 7 novembre 2024 pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Méchek Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. Ce choix de vote sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et de Contentieux international, Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre, de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre. Concernant ce message, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. Il a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups. 316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire de leurs agglomérations respectives. Situation économique en République démocratique du Congo, le niveau des prix est relativement stable. Le taux d'inflation est maîtrisé, affirme le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques tenue ce mercredi 6 novembre 2024 à la primature sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché des changes, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle.
Bientôt, c'est la fin de l'année 2024. Le comité a aussi mis l'accent sur la bonne exécution des dépenses publiques et la mobilisation des recettes. Ces dernières doivent être à la hauteur voulue, insiste le vice-premier ministre. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques en cette période cruciale de fin d'année. La Première ministre a mandaté le ministère de l'Économie et l'Inspection générale des finances pour collaborer à la réduction des prix des denrées alimentaires importées avec l'objectif de soulager les ménages dans les plus brefs délais. C'est parti avec les états généraux de la justice en République démocratique du Congo, initié par les ministères de la justice. C'est le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces états généraux ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est le thème retenu pour ces états généraux dont 3500 participants vont cogiter et peaufiner des stratégies afin de sortir avec des résolutions et recommandations capables de guérir la justice congolaise malade. Une occasion pour l'initiateur de ces états généraux, Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, d'étaler les mots qui rongent et perturbent l'appareil judiciaire congolais. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. 7 Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires, les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Prenons la parole à son tour, le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo met sévèrement en garde les magistrats tout en les rappelant ce qui suit. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence,
par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Les États généraux de la justice congolaise, c'est du 6 au 13 novembre 2024 à Kinshasa. Dans le but de faire respecter les instructions prises par le gouvernement concernant les routes alternées afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine Bob Amiso Yoka Lumbila poursuit avec ses itinérances de supervision. Ce mercredi 7 novembre 2024 à 5h du matin, vers l'entrée du boulevard Kimbuta à Tchangou, le ministre des Transports de Kinshasa, Bob Amiso, a débuté sa supervision avant de la boucler au pont Matete. Chemin faisant, le ministre Bob Amiso Yoka Lumbila a fait quelques constats, notamment le non-respect des séparateurs par le bus Transco et Transacademia, l'incivisme des chauffeurs des véhicules appelés communément D107 et les motocyclistes. Y ajouter plusieurs nids de poules, dont celui se trouvant vers le saut des moutons des bonhommes qui créent de grands embouteillages. Signalons que cette descente de celui que les Quinois ont surnommé homme de terrain, Bob Amiso Yoka Lumbila, fut insatisfait pour les usagers de cette route, car sa présence a pu remédier à l'embouteillage qu'avait connu cette contrée de la capitale congolaise. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'Institut technique agricole Iteya Mombele, où les élèves sont dérangés à tout moment à cause de la grandeur de leur espace visé par des spoliations? Une délégation de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, conduite par son président national, David Steve Diatezo Ampongi, préoccupé par cette situation, est descendu sur les lieux ce mardi 5 novembre 2024 pour s'inquérir de la situation. Après un long échange avec le comité scolaire de l'Iteya Mombele, l'ANAPECO ressort avec ce qui suit. Ayant été aux travaux, ayant abouti à la création de ministère de l'enseignement technique et professionnel, nous sommes déçus de voir que ce ministère de la formation professionnelle, qui devait être le plus grand ministère dans le secteur de l'éducation, est en train de rater les objectifs pour lesquels ce ministère a été mis en place, au lieu de s'atteler à ce qu'il devait faire afin que puisse récupérer tous les enfants ayant décroché dans le cadre de la formation professionnelle pour être récupérés et réformés en vue d'être utiles à la nation. Malheureusement, nous déplorons le fait que le ministère de la formation professionnelle est sur les traces de tous les anciens qui pensaient qu'ils étaient un ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique bis. Cependant, l'ANAPECO déplore l'arrestation d'un élève de cette école mis au cachot par motif qu'il manifestait parmi ses collègues pour dire non à la spoliation de leur école. Nous apprenons qu'il y a un élève qui a été enlevé et séquestré dans un cachot, puis relâché. Et maintenant, il devra comparaître au tribunal des enfants. On ne peut pas séquestrer un enfant en uniforme dans un cachot de la police.
La République démocratique du Congo est très vaste avec de grands espaces. Pourquoi seulement l'ITA Mombele qui doit être spolié, s'interroge l'ANAPECO. Comment on peut focaliser son attention seulement sur l'ITA Mombele et prendre le courage de casser l'existant pour des fins d'obtention d'un financement auprès de Enabel. Mais nous saluons le financement de Enabel, mais qu'on puisse le délocaliser. Pour les biens des élèves de l'Institut technique agricole, l'ANAPECO va mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour que l'ITA mérite mieux. Nous allons faire un plaidoyer auprès de la première ministre, chef du gouvernement, pour mettre fin à un conflit inutile du domaine de l'ITA Mombele que notre ministère de la formation professionnelle tient à s'accaparer pour expérimenter ce que devrait être son travail sur terrain. Cette visite de l'ANAPECO est une lueur d'espoir pour les comités scolaires, les enseignants et les élèves de l'ITA Mombele qui remercient l'ANAPECO pour l'initiative. Plus de 10 défenseurs des droits de l'homme formés par l'ONG Réseau de formation internationale en droits humains et assistance aux filles mères RFIDH ont reçu leur brevet de participation le mardi 5 novembre 2024 dans la salle des réunions de la maison communale de Barumbu. Voilà. Ils étaient quand même d'autres séances de formation. La cérémonie s'est déroulée en présence du président national de cette organisation de défense des droits de l'homme, Maître Charles Eyakanto, du représentant du bourgmestre de la commune de Barumbu, du coordonnateur du REPRODEV, de la MONUSCO et des autorités policières. Les intervenants du jour ont à tour de rôle expliqué en long et en large les droits et devoirs du défenseur des droits de l'homme qui n'est autre que toute personne qui fait l'action de promouvoir les droits. Le partenariat et la collaboration entre la police et le défenseur des droits de l'homme a été également évoqué. Pour le président national de l'ONG RFIDH, Maître Charles Eyakanto, sa structure aide la population à sortir de l'ignorance, d'où le devise protection, compassion et justice. Et lorsque nous venions de former quelques défenseurs des droits de l'homme, nous avions sollicité que la cérémonie de remise de brevets, mais également un renforcement des capacités sur les techniques de monitoring et la pratique sur terrain des activités des défenseurs des droits de l'homme, tout en vulgarisant la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Dans cette formation, au-delà de modules humanitaires sur les droits de l'homme, il y a eu également quelques modules en caractère juridique pour donner un bonus de connaissances aux défenseurs des droits de l'homme et ils seront efficaces sur le terrain. Les heureux lauréats n'ont pas manqué de mots. Oui, il y a beaucoup de choses que nous avons appris de par cette formation. Il est vrai que c'est l'homme qui est au centre de toute gravité ou de toute pensée. Mais cet homme est censé d'abord connaître ce qui est le droit et d'ailleurs ce qui est le droit, parce que sans le droit d'ailleurs on ne peut pas parler d'une société. Cet homme est censé connaître d'abord le droit qui établisse les principes fondamentaux pour cet homme à vivre dans une société. Et c'est par cette formation que nous avons appris qu'il existe des droits inhérents à un être humain que Dieu lui-même a légué à cet homme en venant ici dans le monde. L'ONG Réseau de formation internationale en droits humains et assistance aux filles mères, RFIDH, invite toute personne qui désire connaître ses droits à s'inscrire à son siège situé à Barumbu. Le chef coutumier du village Komo, Willy Moba, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances et à la communauté Tekewumbu ainsi que les supporters du Vita Club la mort de leur père, Ikea Malio Make, mort survenu le jeudi 31 octobre 2024 des suites d'une courte maladie.
En attendant le programme, le deuil se tient à la résidence familiale 6 l'avenue Mongata, numéro 11, quartier Mombele, dans la commune de Limete, référence Wenzelosa. La rédaction du journal de la ville souhaite ses sincères condoléances à la famille éprouvée. Les familles Kimpwidi, Bavenga, Benjamin, Maurice, Anselme, Christine et Maïmona ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leur maman Julienne Vumbi, appelée affectueusement Bébé Julie, morte survenue des suites d'une longue et pénible maladie ce vendredi 1er novembre 2024 vers 5 heures du matin. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 8 novembre, veillée mortuaire dans la salle polyvalente La Fiesta en face de l'église catholique Notre-Dame de l'Annonciation, référence entre église protestante Mbata-Mayangi, route Nzolana à Pompage. Samedi 9 novembre, 8h, levée du corps de la marque du camp Tchachi, suivi d'une messe d'action de grâce à 10h à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation et enterrement au cimetière de la Gombe. Et juste après, les retours dans la salle polyvalente La Fiesta pour un bain de consolation. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.